Moi, j'ai été médecin pendant une dizaine d'années, en médecine générale. Et puis, je me suis tournée vers la psychologie. J'ai repris un parcours en licence, en DUG, en licence, etc., etc. Et effectivement, mes premiers travaux, ils ont porté sur la question du père. Et ma thèse a porté sur la question du père. Alors, c'était à l'époque les pères tout venants. Et quand je dis tout venant, on était vraiment dans la question d'une famille ordinaire, PME, hein, papa, maman, l'enfant. Bon, on en avait besoin à ce moment-là, c'était dans les années 90, donc on avait quand même peu de travaux sur cette question-là, à la fois sur le désir d'enfant. On parlait tout à l'heure avec votre collègue de mes premiers articles, c'est justement sur le désir d'enfant chez le père. Et après, tous les processus de remaniement psychique, de couvade, etc., qu'on peut trouver chez un homme devenant père. Et puis, bon, petit à petit, cette question, en fait, elle est toujours en filigrane dans mes travaux. Moi, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est la question du développement du jeune enfant. Donc, on va dire périnate jusqu'à 6 ans, hein, on va dire à peu près cette période-là. Et en fait, dans les travaux que je développe, qui sont plus du côté donc de la prématurité, on va en parler aujourd'hui, de la question des situations de pauvreté, des contextes de violence conjugale, dans lesquels de plus en plus d'enfants sont pris dans ce chaos-là. La question du père, en fait, elle est toujours là. Hein, elle est parfois plus travaillée, des fois un peu moins travaillée, mais en fait, elle est là parce que, par exemple, sur les travaux sur la pauvreté, ben oui, on questionne bien sûr la question de l'identité paternelle, l'identité professionnelle, l'identité personnelle. Dans le cas des violences conjugales, ça interpelle la mère, l'enfant, mais aussi la question du père qu'on ne peut pas éluder, malgré ce qu'on peut imaginer. Enfin bref, voilà, cette question-là du père, elle est toujours là, et je vous en parlerai d'ailleurs sur la question de la prématurité dans la deuxième partie de mon exposé. Alors, un petit mot sur le logo en haut à gauche. Donc, c'est un groupement d'intérêt scientifique qui s'appelle Bébé Petite Enfance en contexte, dont j'assure la coordination. Et en fait, c'est un groupement qui est interdisciplinaire, très interdisciplinaire, puisque ça va de l'histoire de l'art, en passant par la médecine, la socio, la psycho, les sciences de l'information et la communication, le droit, je dois encore en oublier. Et notre objectif, enfin, c'est de monter des projets interdisciplinaires. Donc on en a un certain nombre. Je vais essayer de balayer un petit peu les projets qui sont en cours. Donc on a un projet avec des marionnettistes qui ont créé un logiciel de marionnettes virtuelles. Alors, une marionnette virtuelle, ça veut dire que c'est un logiciel en fait que les enfants manipulent avec leurs mains, avec une webcam. Donc, il y a un rond, un triangle, un carré. Ils fabriquent des marionnettes. Et en ce moment, on l'avait utilisé déjà sur une recherche sur les violences conjugales, sur les enfants exposés aux violences conjugales, parce qu'on souhaitait avoir le point de vue des enfants et pas avoir simplement tout le temps le point de vue des professionnels de la mère. Et donc, on a utilisé cet outil-là avec des enfants de classe maternelle. Et ce qu'ils ont produit est absolument fascinant. Ils ont quasiment balayé tous les champs et tous les secteurs qui peuvent être altérés chez des enfants qui sont exposés aux violences conjugales. Je crois, à part le processus de parentification, je pense qu'ils ont absolument tout balayé. Et donc cet outil-là, les collègues marionnettistes l'ont perfectionné de plus en plus, et là il est en ce moment à l'étude dans un CMPP pour essayer de l'utiliser comme un nouveau médium qui permet une narrativité, qui permet de scénariser ces marionnettes et de passer peut-être par un outil plus moderne, on va dire, plus contemporain pour des jeunes enfants qui ont l'habitude d'être dans des outils numériques. Donc ça, c'est une recherche qui est en cours. La recherche qui est terminée, que je vais vous présenter aujourd'hui, donc elle concerne les bébés prématurés. Donc c'est une recherche que nous avions faite avec Charlotte Casper, qui est chef de service en néonat à l'hôpital de CHU de Purpan, avec Isabelle Glorieux, qui est praticien hospitalier, qui est responsable de l'équipe médicale de néonat, toujours au CHU de Purpan. Flora Collioli, donc je voulais vous présenter aussi la recherche doctorale qu'elle avait faite
au sein du CHU, sous ma direction et celle de Jean-Philippe Reynaud, qui est donc professeur et chef de service de pédopsychiatrie à Toulouse, et puis Pierre Molinier, qui est professeur en sciences de l'éducation, de l'information et de la communication, et qui nous a aidés dans le montage des vidéos que nous avons faites, grâce à Diode Productions, qui a donc filmé ses productions au CHU de Purpan. Voilà, donc ça c'est une autre recherche. Ensuite, on est en train de monter une autre recherche avec toujours les collègues du CHU de Purpan, pour essayer d'accompagner des enfants qui sont non seulement prématurés, mais qui peuvent être dans des difficultés particulières, et en travaillant avec le père, la mère, la fratrie et l'enfant au sein de ce qui a été appelé par mes collègues la bulle néomate, une bulle néo dans le service de la maternité, je vais y arriver. Et donc il y a un travail qui est en cours sur cette question-là. Une autre recherche, alors vous allez voir, c'est extrêmement à distance. C'est une recherche que nous avons menée avec des collègues d'histoire de l'art, des sciences de l'information et de la communication, et avec le Quai des Petits, qui est un lieu d'exposition pour les enfants non lecteurs à Toulouse. Et ce que nous voulions comprendre, c'était comment les jeunes enfants apprécient, évaluent, comprennent, intègrent, assimilent, intériorisent une exposition muséale telle qu'elle est conçue en fait par des adultes. Donc ça, c'est une recherche qui est finalisée, puis on est en train de faire un rapport sur cette question-là. Donc c'est un autre champ, mais qui est extrêmement important pour nous, parce qu'on s'aperçoit que, par exemple, les enfants qui fréquentent ce genre d'exposition sont à 95% des enfants issus de milieux favorisés. Et donc, dans la recherche que nous avons menée, on l'a menée aussi avec des écoles de quartiers sensibles de Toulouse, et avec des maîtres d'école sensibilisés à cette question-là. Eh bien, on a essayé d'amener des publics qui peuvent être en difficulté à venir voir des expositions muséales et des expositions qui leur sont concernées. Et puis la dernière recherche qu'on vient de mettre en route, alors vous allez voir, c'est un panel qui a priori n'a rien à voir, mais quand même, en fait, l'intérêt que nous avons, c'est la santé psychique et physique des jeunes enfants. Et la dernière recherche pour laquelle on vient d'avoir un financement, c'est d'essayer de comprendre si les pics de pollution, donc de la qualité atmosphérique, altèrent la santé des enfants, et surtout, quelles sont les représentations et les pratiques des parents quand ils ont cette information qui leur vient, qui peut venir des mairies, qui peut venir des pouvoirs publics, etc. Comment ils vont utiliser cette information ou pas. Voilà, donc la première phase, ça va être des entretiens qualitatifs que nous allons mener lors des pics de pollution avec des familles qui ont des jeunes enfants, pour voir si les parents ont bien conscience d'une qualité de l'air qui peut être extrêmement altérée quand ils vont se promener sur les bords du canal à Toulouse avec leur vélo et leurs jeunes enfants, parce que le soleil est là. Voilà. Donc en fait, ce groupement d'intérêt scientifique, c'est un panel large. Nous sommes 11 des enseignants-chercheurs, des doctorants, des post-docs, des stagiaires issus de 11 unités de recherche, du côté du droit, de l'université Paul Sabatier, donc les sciences dites technologiques, et de l'université Jean Jaurès, donc en sciences humaines et sociales. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler donc de ces bébés qui naissent prématurément, et je vous propose comme titre donc nouage et tissage de la vie. Alors pour introduire mon propos, je vais prendre une phrase assez simple. C'est que j'estime que le développement in utero, puis ensuite du nouveau-né, puis du jeune enfant, et puis ensuite de l'adulte en devenir, il se réalise toujours en interrelation avec son environnement. Alors l'environnement humain, donc des relations interpersonnelles, des interactions humaines bien évidemment, mais aussi avec un environnement non humain. Et nous verrons que dans le champ de la prématurité, cet environnement non humain
prend une place particulière dans le devenir du jeune enfant et aussi sur les questions de la parentalité. Donc cet environnement non humain, c'est le monde des objets. Un monde des objets, ça peut être des jeux, des activités ludiques, ça peut être ce monde-là pour les enfants, mais aussi le monde des choses. Ça, c'est un terme que j'emprunte à Philippe Marieux. Donc, Philippe Marieux était un psychologue de l'enfant, un généticien, comme on les appelait à l'époque, mais en fait, c'est psychologue du développement, qui est un homme extraordinaire et avec qui j'ai travaillé pendant longtemps au sein de mon équipe de recherche, et il parlait du monde des choses. Donc moi, je vais vous parler aujourd'hui de ces mondes des choses, mais du monde de la technologie. Et puis, quand on parle de la prématurité, c'est aussi une façon de comprendre, me semble-t-il, comment s'entremêlent, comment se co-construisent tout ce qui peut référer aux soins, au corps, au langage, aux mots, à la narrativité, etc. Et c'est vraiment une situation un petit peu emblématique de tout ce qui peut se nouer à ce niveau-là. Alors je vais commencer par une approche purement médicale. Donc en gros, on a en France 50 000 à 60 000 enfants qui naissent prématurés dans notre pays. Donc ça n'est pas négligeable, loin s'en faut. On est à 7,4%, voire peut-être un petit peu plus dans les données récentes. Et en gros, dans le monde, un enfant sur 10 naît de façon prématurée. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas anecdotique du tout. Quand on regarde les différentes catégories de la prématurité, on s'aperçoit que, évidemment, elles ne sont pas équivalentes. Donc un terme théorique à 41 semaines d'aménorrhée. On estime qu'un nouveau-né naît à terme au bout de 37 semaines d'aménorrhée. Une prématurité qui est dite moyenne entre 33 et 37 semaines. Et puis on commence à avoir 10% de grands prématurés en dessous de la 33e semaine, des très grands prématurés à la 28e semaine, et l'extrême prématurité à 26 semaines de gestation. Et puis, pour l'OMS, à la 24e semaine d'aménorrhée, pour l'OMS, on ne va pouvoir accompagner ces bébés que si leur poids est supérieur ou égal à 500 grammes. C'est la limite de prise en charge dans notre pays. Et j'en reparlerai tout à l'heure, ça n'est pas la même chose dans d'autres pays. Mais c'est important aussi à signaler que certaines choses peuvent être culturellement situées, légalement situées, et que du coup, ça n'a pas tout à fait les mêmes incidences, à la fois pour le développement de l'enfant et pour la question du développement de la parentalité. Alors, quand on regarde les causes de la prématurité, on va dire grosso modo, on a 4 cadrans. Hein. Pour 20% de prématurité, ce sont des prématurités qui vont être provoquées, qui sont dues à des problèmes médicaux au niveau de la mère, donc par exemple le diabète, hein, qui peut être une cause de prématurité provoquée, ou alors une indication fétale, parce qu'il y a une souffrance fétale aiguë, parce qu'il y a une altération de la vitalité fétale, et donc on va provoquer une prématurité. Et puis en gros, on va dire entre 20 et 25%, ça peut être dû à une inflammation ou une infection, une prématurité spontanée, on ne sait pas vraiment pourquoi, et on peut avoir aussi, dans un tiers des cas, une rupture prématurée de la poche des os. Alors, quand on regarde les facteurs de risque, s'il y a eu un antécédent de prématurité, la prématurité on a un risque qui augmente de 2,5. Donc c'est énorme. Une prématurité antérieure va entraîner une prématurité suivante beaucoup plus importante. Un bas niveau socio-économique serait aussi un facteur de prématurité. Pareil, j'en reparlerai tout à l'heure parce que c'est une donnée qui n'est pas négligeable. Un stress psychosocial, un faible index de masse corporelle, et puis se rajoute le tabagisme, la toxicomanie, de façon générale,
et peut-être des facteurs génétiques, mais pour le moment, on n'a pas de confirmation de facteurs génétiques ou non. Mais c'est mis à l'ordre du jour par les médecins. Alors les risques à long terme, 30% de réhospitalisation lors de la première année, ça n'est pas rien. Des réhospitalisations qui sont parfois, des réhospitalisations qui sont nécessaires, et parfois des réhospitalisations qui sont du fait de parents anxieux, dus au stress, etc. Une croissance qui peut être altérée, donc 5% de retard statural à 5 ans, et qui peut augmenter à 25% si on a un retard de croissance intra-utérin. En fonction de la prématurité, on a vu tout à l'heure des très grandes prématurités jusqu'à une prématurité moyenne. On peut avoir des déficits neurosensoriels, des troubles du comportement, des troubles des apprentissages. Ces déficits-là, ils sont effectivement fonction de la gravité de la prématurité, mais pas que. Alors, par rapport à la prématurité, il y a une année charnière, enfin des années charnières, ce sont les années 80-90. En amont, on était dans une approche médicale. Il n'y a pas que dans ce contexte qu'on était dans une approche médicale. Je prends par exemple les crèches, c'est-à-dire tout venant, on était dans une approche médicale. On laissait nos enfants à l'entrée de la crèche, on ne devait pas amener de microbes, c'était strictement médicalisé. C'était logique aussi. Pour la question de la prématurité, il fallait réduire la mortalité, il fallait réduire cette morbidité néonatale. Et on a eu quand même les premiers lieux de soins intensifs en néonatologie, mais qui étaient basés sur des modèles de soins intensifs adultes. Moi, je me rappelle très bien, par exemple, à l'hôpital, il y avait un couloir pour que les parents puissent voir leurs enfants, avec une vitre, impossibilité aux parents de rentrer dans la salle, ou à des heures très spécifiques, pendant un temps très restreint, et c'était basé sur le fait de ne pas amener de microbes surnuméraires pour des enfants qui étaient déjà dans des difficultés au niveau de du devenir vital. Donc on avait des soins qui étaient à heure fixe, il ne fallait pas toucher les nourrissons, il y avait la question de l'hygiène, c'était des visites qui étaient extrêmement réglementées, vraiment basées sur les modèles de soins intensifs adultes. Mais je vous dis, ce n'était pas simplement une approche médicale. Dans ce contexte de prématurité, on retrouvait ce courant hygiéniste de ne pas apporter de microbes aux jeunes enfants, d'autant plus quand il y avait un risque vital. Et puis dans les années 80-90, il y a eu vraiment une charnière, un tournant important qu'on a eu au CHU de Brest en 1990. Donc ça a été un hôpital et qui a été novateur dans le domaine. Et puis ensuite aux USA, qui est né dans les années 90, mais en 1986. Et puis aussi en Suède dans les années 95. Et là est arrivée une notion importante qui était la notion de soins de développement. Ça veut dire qu'on était déjà au-delà du médical, au-delà de l'hygiène, et on avait bien compris que cette médicalisation nécessaire n'était pas forcément suffisante pour accompagner le devenir d'un enfant qui était né prématuré et qui n'était pas non plus une condition suffisante pour accompagner la parentalité. Donc il fallait bien évidemment favoriser le développement le plus harmonieux possible pour un enfant qui était né prématuré, réduire la durée d'hospitalisation et améliorer tous les secteurs de développement, le devenir affectif. On reparlera certainement des questions, des liens d'attachement et des relations qui peuvent se nouer entre un enfant né prématuré, son père et sa mère, mais aussi il fallait améliorer son développement neurosensoriel, cognitif, comportemental, etc. Et cette approche profondément coordonnée entre une humanisation des soins et une médicalisation des soins, son objectif était d'améliorer le développement de l'enfant.
C'est vraiment une période tournant charnière sur la question de la prématurité, mais pas que. Alors là, je vais vous présenter en fait le modèle sur lequel je base quasiment toutes mes recherches, qui s'appelle le modèle écosystémique de Bronfenbrenner. C'est un modèle qui m'intéresse parce qu'il permet de comprendre qu'un développement d'un enfant ne se fait pas hors contexte et ne se fait pas hors sol. Alors, ça peut paraître un peu trivial ce que je dis, surtout parmi vous, il y a des cliniciens, des psychologues, bien évidemment, vous êtes très attachés à cette relation entre un patient et un thérapeute, mais parfois, on oublie qu'un enfant ne se développe pas seul et ne se développe pas hors contexte. Donc pour moi, c'est une façon de présenter d'entrée de jeu la façon dont j'envisage le développement de l'enfant. Et en fait, chaque sphère, je vais les reprendre ensuite petit à petit dans le contexte de prématurité. Alors la première sphère, le premier système, en fait, c'est ce qu'on appelle l'ontosystème. L'ontosystème, c'est l'âge. Donc, dans le cadre d'une prématurité, c'est un âge gestationnel, donc qui n'est pas tout à fait l'âge habituel d'un enfant tout venant. Ça va être aussi son sexe, ça va être son bagage génétique, mais pas que. Ça va être aussi son histoire familiale, ça va être ses habiletés, ses compétences, la façon dont un enfant, quel que soit son âge, va pouvoir être acteur de son développement, y compris dans un contexte de prématurité. Donc ça, on est du côté du sujet, de la subjectivation, Malrieux dirait de la personnalisation, c'est-à-dire un sujet qui est en devenir. Et puis autour, on a les microsystèmes, il y en a plusieurs, j'en ai noté 4, mais il peut y en avoir beaucoup plus que ça. Le microsystème familial, donc avec la mère, le père, je n'oublie pas, la fratrie. C'est vrai que c'est quand même une donnée qui est pas suffisamment travaillée, me semble-t-il, cette question de la fratrie, alors que les relations fraternelles, on sait qu'elles ont un poids important dans le développement de l'enfant et aussi dans des situations beaucoup plus complexes qu'un développement ordinaire. Et puis aussi les grands-parents, puisque l'on sait de plus en plus que dans la recomposition familiale, les grands-parents ont une place importante pour garder les jeunes enfants dans les cas de monoparentalité ou même de biparentalité, mais on a des grands-parents de plus en plus actifs et de plus en plus présents dans les interactions avec le jeune enfant. Alors un microsystème, en fait, c'est tout ce qui réfère aux interactions entre l'enfant et un adulte, ou avec un autre enfant, s'il s'agit de son frère et de sa sœur. C'est vraiment des interactions qu'il faut prendre, à la fois des interactions comportementales, mais aussi toutes les interactions fantasmatiques, tout ce qui fait que l'interaction n'est pas simplement un comportement, mais aussi une conduite avec tous les remaniements, tous les mouvements psychiques qu'il y a dans les interactions. Autre microsystème, plus l'enfant grandit, et puis il va être en lien, en interaction avec d'autres partenaires. Donc par exemple, dans les structures d'accueil de la petite enfance, ça peut être une assistante maternelle, par exemple. Et donc il va être en lien dans une structure d'accueil avec une assistante maternelle, mais aussi avec des pères, PAIRS, donc des jeunes enfants. Et en France, c'est une donnée qui est importante, puisque la moyenne d'âge d'entrée en crèche, c'est de 5 mois. La moyenne d'âge est de 5 mois, donc c'est tôt pour un tout petit, mais ça veut dire qu'il a dans son environnement non seulement les interactions avec sa famille, mais les interactions avec d'autres types d'environnements. Et puis ensuite, on a d'autres types d'interactions dans des lieux de loisirs ou plus tard à l'école. Et on peut imaginer d'autres microsystèmes. Le mésosystème, en fait, c'est la compatibilité ou non entre deux microsystèmes. Donc si je prends par exemple le microsystème familial et le microsystème structure d'accueil, ça veut dire qu'est-ce qui va être compatible, qu'est-ce qui va être cohérent, qu'est-ce qui va être en cohérence ou non, ou en débat, ou en controverse entre ces deux systèmes microsystémiques.
Et puis on a l'exosystème qui est un petit peu plus en dehors du sujet, mais qui est quand même en lien avec lui. Un peu plus en dehors du sujet parce que ce sont surtout les parents qui vont avoir affaire à cet exosystème, c'est-à-dire aux institutions, les CAF, la mairie, les associations. Et dans le cadre de la prématurité, cet exosystème, il est aussi important à prendre en note, à relever. Et le macrosystème, c'est vraiment tout ce qui réfère au système de valeurs, au système socio-économique, au système culturel, au système législatif aussi. Et l'on sait très bien qu'un enfant, qu'il soit né prématuré ou non, n'aura pas les mêmes demandes de développement, n'aura pas forcément le même développement ici ou dans un pays ailleurs, parce que les demandes, les représentations, les pratiques parentales, les lois, le système socio-économique n'est pas équivalent à notre système culturel français, en France. Donc on doit prendre en compte tous ces systèmes-là pour comprendre le développement d'un enfant. Et puis on a le chronosystème, et le chrono, il est d'autant plus important que c'est non seulement à comprendre comme un enfant qui se développe, avec une évolution qui est scandée par différentes étapes tout à fait ordinaires, je vais dire, le sevrage, l'acquisition de la marche, l'acquisition de l'autonomie, l'entrée à la crèche, l'entrée à l'école, etc. Mais c'est aussi tout épisode qui peut venir affecter ou non son développement. Ça peut être une séparation parentale, ça peut être un déménagement, ça peut être un deuil. Donc le chronosystème, c'est aussi un élément important pour mieux comprendre et analyser le développement d'un enfant. Alors, pourquoi je prends les anneaux de Saturne? Parce qu'il faut essayer d'imaginer ces systèmes non pas comme quelque chose de figé, mais comme quelque chose qui est toujours en interaction. Nous avons des lois qui changent. Il y a eu la loi de mai sur les mariages des personnes de même sexe. Le macrosystème se modifie, donc il va y avoir des mouvements qui vont se passer sur le mésosystème, sur l'ontosystème, etc. Donc il faut essayer de voir chaque chose très en réciprocité et aussi en interaction. Et la seule image que j'ai trouvée, ce sont les anneaux de Saturne pour essayer de bien imaginer que ce sont des systèmes qui sont dynamiques et en interaction. Donc je vais reprendre en fait chaque système que je viens d'évoquer davantage du côté de la prématurité. Donc il y a des choses que j'ai déjà dites, je ne les reprends pas. Si je réfléchis en termes d'ontosystème, en fait, un nouveau-né, et en particulier s'il est né de façon prématurée, je le dis, je le répète, il ne peut pas se développer seul. Il a besoin de sa famille, de ses parents, de professionnels. C'est un sujet qui est immature, un bébé est immature, quel que soit son degré de prématurité ou pas. Il n'est pas forcément malade, mais il cherche à poursuivre son développement en dehors du cocon maternel. Un élément que je pointe d'entrée de jeu, parce qu'on va en reparler, un bébé, ça ressent la douleur et ça ressent le stress. Alors je le pointe pourquoi? Parce que dans le courant d'avant les années 90, je pense que vous ne me contredirez pas, on n'était pas du tout dans cette dynamique-là sur la question de la douleur et sur la question du stress vécu par des tout-petits et par des bébés. Or, on sait à quel point ça va être important dans les soins de développement. Autrement dit, on est effectivement dans un développement immature, en pleine croissance, et donc potentiellement vulnérables. Enfants prématurés ou pas, ils sont potentiellement vulnérables. Une vulnérabilité qui peut être due, dans ce cas-là, à la prématurité. Ça peut être des vulnérabilités psychosociales, ça peut être des situations de pauvreté, ça peut être des situations de violence conjugale, etc., etc. Si je regarde le microsystème, donc ce monde des humains dans lequel le bébé va interagir, avec toutes ces interactions
réel, imaginaire et fantasmatique, comme nous le disait Serge de Bovici. Ce sont toutes les interactions que ce bébé immature, vulnérable, prématuré, va avoir avec sa mère, avec son père, avec son frère et sa sœur, et avec des professionnels et des autres adultes. Mais ce sont aussi des interactions qu'il va avoir avec ce monde des choses, ce monde des techniques, puisqu'il va être dans un monde très technicisé pour que sa survie puisse se faire. Alors quand on regarde ce microsystème, on va voir plusieurs moyens qui sont mis en œuvre pour ce bébé prématuré. D'abord au niveau du corps. Je disais que les trois éléments, le corps, les actes de langage et les soins étaient étroitement liés. Le corps, ça veut dire que nous devons être dans des améliorations du corps du bébé. On en reparlera de ce pot à pot. On doit améliorer la succion non nutritive. Tous les bébés têtent, pas forcément pour avoir du lait dans la bouche, peut-être leur doudou, peut-être leur pouce, peut-être leur sucette. Donc améliorer la succion non nutritive. Des enveloppements sont parfois nécessaires. Un soutien postural est nécessaire pour ces bébés. Et de respecter son rythme veille-sommeil. Les actes de langage, ils doivent accompagner tous les nourrissons, bien évidemment, parce qu'on sait très bien que la parole est importante, mais on sait aussi que le regard est important, voire même, dans les recherches, il a été montré que c'est au-delà du regard, c'est de pupille à pupille qu'un enfant peut arriver à réagir à un visage humain. C'est aussi tout ce qui est de l'ordre des émotions, tout ce qui est de l'ordre de la prosodie, de la façon dont on va s'adresser à un bébé prématuré qui est important. Et puis bien évidemment accompagner les parents dans les soins, mais il va y avoir un film pour développer cet ensemble de choses. Et puis ce monde des techniques, ce monde des choses, c'est un monde qui est extrêmement stressant pour le bébé. C'est un monde de bruit, c'est un monde de lumière, c'est des soins incessants pour que l'enfant puisse avoir les conditions nécessaires à son développement. Et donc ça veut dire qu'au niveau des soins, on doit avoir une attention particulière à cette notion de douleur, à cette notion de stress que peut ressentir un petit bébé. Et donc être attentif à quand on va faire des piqûres, à quel moment on va lui mettre des sondes, est-ce qu'il faut le réveiller ou pas. Bref, essayer d'éviter un maximum les situations stressantes pour le nourrisson, mais aussi pour son parent. Alors, ce que je vais vous proposer là, c'est de vous montrer donc quelques productions, pas toutes, mais vous pourrez y aller. Je vous donnerai le site tout à l'heure, vous pourrez tout à fait revoir ces productions filmées que nous avons faites de façon à ce qu'elles soient mises en open source. Parce qu'en fait, notre objectif, c'est qu'elles soient vues et revues, ces vidéos, pour que justement on puisse avoir ce que vous avez fait là en début de séance, un voir ensemble, un parler ensemble à partir de ces images qui vous sont données à voir, pour voir qu'est-ce qu'on peut en faire, à la fois pour soi-même en tant que professionnel, et qu'est-ce qu'on peut en faire aussi pour accompagner les parents et les tout petits bébés. Donc la première vidéo que je souhaite vous montrer, donc on a dénommé environnement technique. Ceci n'est pas la cabine d'un vaisseau spatial, mais bien la chambre de Erwan, un petit bébé prématuré né il y a quelques semaines. Bruit, lumière, odeur, tous les sens du bébé sont en alerte. Un environnement absolument nécessaire d'un point de vue médical, mais qui peut s'avérer stressant pour l'enfant et pour les parents. L'environnement, ici, ça a un impact fondamental. Voilà. Bon, après, c'est vrai que vous avez les traitements ils sont ce qu'ils sont, mais la présence des parents
Hein, c'est vraiment un facteur très important pour que le bébé puisse se développer. Préserver du bruit, préserver de la lumière, faire un cocon, envelopper le bébé, le maintenir en flexion. Ben, tout ça, ça va contribuer à raccourcir le temps d'hospitalisation, à diminuer le besoin en oxygène du bébé et on va avoir des bébés qui vont sortir beaucoup plus tôt. Pour améliorer les conditions environnementales de l'enfant prématuré, il est recommandé de diminuer le niveau lumineux, d'instaurer un cycle jour-nuit, de diminuer les bruits autour du bébé, de favoriser le pot à pot et de soutenir la posture de l'enfant. L'environnement est également un facteur de stress pour les parents. L'absence de contact physique avec les enfants et la méconnaissance des processus médicaux peut entraîner une dépersonnalisation du rapport parent-enfant. La réunion des enfants dans la même pièce peut également être vécue comme une barrière au rapprochement du bébé et des parents. Tous ces paramètres doivent être pris en compte par le personnel soignant pour la prise en charge des parents. En effet, le stress des parents a lui aussi une influence significative sur le développement du bébé. L'enfant est une éponge et qui ressent toutes les angoisses des parents. Il y a beaucoup déjà d'angoisse par rapport à l'état de santé de leur enfant. Il n'est pas nécessaire de rajouter des angoisses concernant l'environnement. Et ensuite, pour que l'hospitalisation se passe mieux, au mieux pour les parents aussi, il faut veiller à ce que tout le monde soit serein, l'enfant et les parents. C'est sûr qu'un enfant qui est en pot à pot contre son parent qui est stressé, on voit la différence, ça c'est sûr. C'est évident. Pour améliorer l'accompagnement des parents, il est recommandé de présenter le service aux familles, de favoriser le contact physique entre parents et enfants, de reconnaître les compétences parentales, acteurs mais pas soignants, de soutenir l'allaitement et d'aider à comprendre le comportement du bébé, ou encore d'expliquer le but précis des machines, leurs nécessités. D'après de récentes études, les interventions médicales peuvent être un facteur de stress pour le nouveau-né prématuré. Changer la couche, prendre la température, renouveler une perfusion, tous ces gestes indispensables peuvent parfois stresser le nouveau-né et à ce titre agir sur son développement. En fait, un prématuré est à la base un fœtus qui se retrouve dans un environnement atypique à la naissance et qui va grandir et maturer dans un environnement très différent de celui du milieu intra-utérin. Un bébé né à 26 semaines, par exemple, son cerveau est lisse, il n'y a pas encore de circonvolution. Et donc ce façonnage du cerveau va se faire, disons, durant son parcours en hospitalisation. Donc on imagine bien que tout ce qu'on va, faire vivre à cet enfant va avoir un impact sur son développement cérébral. Donc effectivement, il y a maintenant un programme formalisé de soins autour de l'enfant, éviter les stimuli négatifs et favoriser les stimuli positifs, c'est-à-dire les parents. Ce programme formalisé s'appelle le NIDCAP et il a été montré que le NIDCAP a un effet véritablement neuroprotecteur, c'est-à-dire qu'on favorise un bon développement neurologique des enfants lorsque l'on s'ajuste à leur comportement, à leur niveau de maturation et on favorise la présence des parents. Il est recommandé de mettre en place des postures privilégiées, de faire preuve de douceur et de communiquer avec le nouveau-né, de favoriser le pot à pot, de parler au bébé, d'expliquer ce qu'on va faire. Pas encore préparé à son nouvel environnement, l'enfant prématuré demande donc une attention spécifique. Les recherches récentes tentent à démontrer l'influence de l'environnement technique du nouveau-né sur son bien-être et le devenir neurologique de son cerveau. Si les soignants ont une véritable influence sur l'environnement au sein des services de néonatologie, les parents ont également leur rôle à jouer. Acteurs sans être soignants, leur présence n'en est pas moins indispensable.
Si certains d'entre vous ont connu les salles où étaient hospitalisés les bébés dans les années 90, on voit de la couleur, on voit des parents dans les salles et on voit à quel point une amélioration des conditions pour accompagner le bébé et les parents, toutes ces conditions ont été vraiment extrêmement améliorées par rapport à ce qu'on pouvait voir dans les années 90, bien que ça ne soit pas fait partout, dans tous les hôpitaux, dans toutes les cliniques, etc., etc. Mais on en reparlera parce que c'est aussi quand même une donnée importante. Alors, toujours dans ce microsystème et dans ces interactions, quelque chose qui est important, voire essentiel, c'est le choix des mots. Là, je vais vous en donner juste 2-3, puis on va repasser à un autre film sur cette question du choix des mots, pour montrer à quel point il est délicat d'employer certaines terminologies strictement médicales ou strictement liées aux soins, sans que les parents ne comprennent quoi que ce soit à ce qui leur est dit, ou alors réduisent ce qui se passe du côté de l'enfant à 3 croix de pipi et 2 de caca, ou alors à 2 bradis et quelques apnées. Et ce sont effectivement des termes, des phrases, des propositions de phrases qui sont encore dites dans les services de réanimation. On le nouille, ça veut dire on le gave. Ce sont des termes qui sont effectivement issus du jargon médical, qui ont un impact important dans l'accompagnement de la parentalité, voire dans la blessure de cette parentalité. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument travailler du côté des professionnels, non seulement pour accompagner les parents, mais aussi parce qu'on s'adresse à une personne, quand on s'adresse à un bébé prématuré et qui ne se réduit pas à des croix au pied du lit. Donc je vous propose le deuxième film, donc sur le choix des mots. La prise en charge des parents de nouveau-nés prématurés demande une attention particulière de la part du personnel soignant. La naissance n'étant pas attendue aussitôt, les parents sont souvent peu préparés à une immersion dans un milieu médical qu'ils ne connaissent pas. Pour une communication efficace et satisfaisante sur le plan émotionnel, le choix des mots est primordial. D'un point de vue du soignant, ce sont des mots techniques qui n'ont pas une grande importance. Donc, par exemple, on va parler de gavage pour la nutrition par la sonde, on va parler de box pour une chambre. Et ça, autant entre soignants, c'est technique, ça n'a pas c'est pas malveillant du tout. Mais pour des parents, ça peut être extrêmement mal perçu de sentir que son bébé est gavé. Et donc tous les jours, vraiment, on a un combat par rapport aux mots utilisés. C'est très important. Chaque mot a beaucoup de valeur. Et nous, on peut voir en consultation de suivi des parents qui vont nous raconter plusieurs années après quelque chose qui les ont choqués en néonatologie. Et finalement, c'était juste un mot. Donc il faut y faire très attention. Pour valoriser les compétences parentales, rassurer mais aussi informer, il faut choisir les mots justes. Une tâche difficile, tant les demandes parentales peuvent être différentes selon les situations. Les bons mots ne sont pas non plus évidents à choisir, puisque certains mots peuvent être, entre guillemets, acceptés par des parents, et par d'autres être choquants. Donc des fois il faut essayer de s'adapter aussi à chaque cas de figure. Au cours d'une observation que j'avais réalisée, je ne voulais pas marquer que l'enfant avait fait des ralentissements cardiaques et des désaturations parce que je trouvais que c'était technique. Donc j'ai dit que le bébé avait fait un petit malaise et j'ai demandé après, plus tard aux parents, s'ils avaient un retour sur le compte rendu d'observation que je leur avais donné. Et ils m'ont évoqué que quand ils avaient vu et lu le mot malaise, ça les a beaucoup chamboulés, ils en ont pleuré parce qu'ils n'avaient pas réalisé que c'était un malaise. Donc après, par la suite, j'ai fait attention de ne pas utiliser ce mot. Mais c'est vrai que après c'est difficile parce qu'il faut dire aussi la vérité aux parents, il faut leur expliquer les choses, il faut trouver les bons mots, c'est très compliqué.
On a régulièrement des groupes de travail, justement, où on réfléchit en équipe pluridisciplinaire, notamment par rapport à l'importance des mots. Ces mots qui peuvent être jugeants, qui peuvent être réducteurs, qui peuvent être blessants, et qui vraiment ont toujours pour effet de contribuer à disqualifier les parents et finalement à accentuer leur fragilité dans leur rôle de parents. Et à l'inverse, il peut y avoir vraiment des mots qui donnent du courage, qui reconnaissent, qui valorisent et qui sont vraiment autant de supports sur lesquels les parents peuvent s'appuyer pour justement devenir parents de ce bébé dans ce parcours très particulier qui est une naissance prématurée. Pour aider les aides-soignants à choisir les bons mots, il n'y a donc pas de recette toute faite. Voici quelques exemples de phrases à dire ou à ne pas dire. On ne dira pas « il est dans un box », mais plutôt « votre bébé est dans sa chambre ». On ne dira pas « on l'a branché pour faire le gavage sur l'AED », mais plutôt « on a débuté son alimentation sur la sonde ». On ne dira pas « je lui fais les résidus », mais plutôt « j'analyse ses selles pour voir si tout va bien ». On ne dira pas « il a fait des bradis, des désates », mais on expliquera plutôt ce qui s'est passé dans le cœur du bébé. De manière générale, il est préférable d'éviter les mots qui prêtent une intentionnalité aux enfants, comme par exemple « il est coquin »,« il n'a pas été sage » ou encore « il fait exprès d'enlever sa sonde ». Donner un caractère aux enfants peut également être mal interprété. On ne dira pas « il est têtu »,« il est exigeant » ou encore « c'est un battant » ou un capricieux. Attention également aux mots qui appartiennent au jargon médical. On ne dira pas « ce matin on a dû le nouiller », mais plutôt on a mis au bébé un cordon. Sachons utiliser les mots qui réconfortent, qui soutiennent et qui reconnaissent et valorisent le rôle de parent, les capacités du bébé. Comme par exemple, « Comment allez-vous aujourd'hui ? Comment trouvez-vous Émilie ce matin ? Votre fille a l'air de beaucoup apprécier d'être dans vos bras. Il est très détendu dans le bain quand c'est papa ou maman qui lui donne. Vous êtes une maman très courageuse. Vous avez été très fort pour traverser tous ces moments difficiles. Voilà, donc ça c'est vraiment une dimension importante qui est travaillée au CHU de Toulouse. Alors vous avez peut-être remarqué la personne qui est chef de service est une Suédoise et donc qui a été vraiment formée à ces soins de développement et à une attention toute particulière au développement du bébé et une attention toute particulière à la question du père aussi, j'en reparlerai tout à l'heure. Donc ce qui est sûr, c'est que quand on est dans un mésosystème qui fonctionne bien, c'est-à-dire cette interaction entre plusieurs micros dont j'ai parlé tout à l'heure, ça veut dire qu'on est vraiment dans une coordination de soins, à savoir soutenir un bébé qu'il faut soutenir au niveau médical parce qu'il y a encore toute une maturité à acquérir, mais dans une humanisation à la fois à l'encontre du bébé. Après, on peut discuter sur les choix des mots qui ont été, qui ne sont qu'une proposition dans cette production filmique, mais qui au moins permet de donner du sens à la personne à qui on s'adresse et de donner du sens par rapport aux mots que l'on va utiliser, même si l'on sait que parfois tout n'est pas simple pour expliciter certaines situations que va vivre le bébé pendant les 24 heures où il est accueilli à l'hôpital chaque jour. Donc vraiment, ce mésosystème, il a en fait comme objectif non seulement de soutenir les parents, mais de soutenir aussi le bébé. Plus on est coordonné dans les deux microsystèmes, plus on va être garant de donner un climat émotionnel soutenant
aux parents pour contrebalancer tous les aspects liés à la technique. Parce qu'il faut bien voir aussi que non seulement tous ces outils et ces dispositifs sont nécessaires pour le développement de l'enfant, mais il faut voir aussi que les parents sont souvent désarmés quand ils voient la technicité qui est requise pour leur bébé. Un autre élément pour que ce mésosystème fonctionne, c'est de bien comprendre les décalages émotionnels. C'est-à-dire que faire preuve d'empathie vis-à-vis des parents, ça veut dire essayer de comprendre qu'ils ne vont pas réagir dans le même tempo que vous, en tant que professionnel. C'est-à-dire, par exemple, vous allez dire aux parents que le bébé va bien et qu'il va bientôt revenir au domicile, donc avec une certaine forme d'émotion positive, etc. Et puis vous voyez un parent qui ne réagit pas, qui reste presque tétanisé, et ça peut entraîner un décalage entre la perception des professionnels qui disent « mais qu'est-ce qui se passe, cet enfant va bien, il va pouvoir revenir à la maison » et les parents sont complètement tétanisés parce qu'il leur faut un temps d'appropriation, peut-être de revenir à la maison, ben ça va être un temps d'angoisse pour eux, alors que l'hôpital reste malgré tout un lieu où l'on va soigner les problèmes de leur bébé. Et ces décalages émotionnels, ils ne sont pas toujours bien compris par les professionnels qui attendent une réponse immédiate à la proposition qui vient d'être faite. Or, ce décalage temporel, hein, on est vraiment dans ce chronosystème, il faut essayer de le prendre en compte quand on accompagne des parents. Et puis aussi, non seulement il y a ce décalage temporel, mais il y a aussi ce décalage dans les perceptions. Autrement dit, en tant que professionnel, quelle que soit notre place, on n'est pas là pour penser à la place des parents. Voilà, on n'est pas dans cette place-là et on doit essayer de comprendre chaque spécificité de l'un d'entre eux. Je prends un exemple simple, on a parfois des parents qui ne peuvent pas venir voir leur bébé, soit pour des raisons des fois organisationnelles, hein. Par exemple les grands prématurés ils vont venir dans le CHU de Toulouse, mais ils habitent à Gaillac, et on va dire qu'il va être à 3/4 d'heure de Toulouse, il y a une fratrie, etc. Donc il y a un facteur organisationnel qui les empêche de venir par exemple tous les jours, ou un facteur autre qui peut empêcher les parents de venir régulièrement. On n'est pas là pour penser à leur place, et il y a tout un respect à avoir pour comprendre, pour essayer de comprendre pourquoi, comment on peut accompagner ce parent pour venir voir ce bébé. Et puis vous l'avez vu, la question du choix des mots, elle est vraiment aussi dans l'objectif de ne pas dépersonnaliser ce bébé, parce que autant on a eu tous les travaux essentiels je pense bien sûr au travail de Françoise Dolto pour dire que le bébé est une personne. Le bébé prématuré est aussi une personne à prendre en considération exactement de la même manière qu'un bébé qui est mature, et donc s'adresser à lui en tant que personne. Et c'était ce qui avait été annoncé comme étant la révolution de velours, et de s'adapter tout en douceur aux compétences du nourrisson prématuré. Ça veut dire donc vraiment être attentif à ce qui peut lui convenir, à ce qui peut lui déplaire, à être attentif à ses besoins. Et donc, si on veut être attentif à l'autre, on le considère effectivement comme un autrui à prendre en considération comme tout être humain. Je vous propose de regarder ensemble donc ce soutien émotionnel. Aujourd'hui, les parents de Erwan, petit bébé prématuré de 5 semaines, sont venus lui rendre visite. Une étape importante pour Erwan, mais aussi pour ses parents, dans la construction de leur parentalité. D'après les études les plus récentes, le stress des parents, plus élevé lorsque le nouveau-né est prématuré, peut influer sur le stress du nouveau-né, et donc sur l'évolution de son état de santé. Si le rôle de la mère reste prépondérant, de nombreuses études montrent le rôle spécifique des pères dans le cas des prématurés. Ils jouent le rôle de médiateur entre la mère et l'enfant, mais également entre le milieu hospitalier et l'extérieur. Ils participent aux soins, mais également au pot à pot, et ce, dès le début de la vie du bébé.
La présence du père est indispensable aussi. Et pourquoi? D'une part parce qu'en fait la mère, souvent lorsqu'il y a eu un accouchement avec un enfant un nouveau-né malade ou un grand prématuré, elle est souvent bloquée en salle d'accouchement ou en salle de réveil. Elle ne peut pas se déplacer auprès de l'enfant. Et finalement, c'est le père qui va faire le relais entre la mère et l'enfant. C'est le père qui va rassurer la mère, qui va amener des photos de l'enfant. C'est lui qui va faire le lien. Et c'est lui qui va avoir le premier contact finalement avec ce bébé nouveau-né. Le père est là pour rassurer, arriver à rassembler la famille en fait. Il a un rôle rassembleur qui est très important. Et pour jouer ce rôle, il faut être présent, il faut voir les choses. Et donc sa présence est indispensable. Si la famille du bébé demande un accompagnement spécifique, elle peut également aider le personnel médical à mieux prendre en charge le nouveau-né. Il s'agit alors pour le personnel de repérer comment les parents peuvent aider concrètement, mais aussi émotionnellement. Pour les parents, le soutien de leur propre famille est également très important. Mais l'hospitalisation induit parfois une inquiétude qui peut conduire à une mise à distance de la famille élargie. Il est donc important, lorsque c'est possible, de prévenir les parents et de les encourager à présenter le bébé à ses grands-parents, ses frères et sœurs, sa future famille. La famille ne sait pas toujours comment réagir à une naissance prématurée. Déjà, ils ne connaissent pas du tout le milieu médical, ils ne connaissent pas du tout ce qu'on fait nous, en néonat ou en réa. Et donc du coup, ils se demandent en fait pourquoi on passe notre journée à l'hôpital avec nos bébés. Et du coup, c'est vrai que c'est quand même assez difficile en tant que parent de ne pas avoir ce soutien-là. Par exemple, on n'a pas de félicitations, on n'a pas de cadeaux. Ça paraît en fait futile, mais c'est hyper important pour nous. Nos bébés, ils sont nés en fait. Donc du coup, on aimerait que la famille les reconnaisse en tant que tels. Mais c'est vrai que c'est difficile, même la preuve, c'est que nous, pour envoyer après les faire. L'exergue sur cette vidéo, c'est les présences, je dirais, des autres personnes présentes au moment de cette naissance-là. Donc vous l'avez entendu, hein, la question du père, je présenterai après la recherche doctorale de Flora Collioli. Ce père, c'est vraiment une présence qui est extrêmement importante et indispensable. Nous l'avons appelé passeur de vie. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est quasi souvent, 3/4 du temps, la majorité du temps, lui qui est auprès du médecin, lui qui va recevoir les premières informations sur comment va l'enfant, n'a pas accouché. C'est souvent dans une urgence, souvent dans quelque chose qui le dépasse et malgré tout, il doit être là pour écouter ce que le médecin va pouvoir lui dire par rapport à ce bébé. Parfois, la mère ne peut pas être avec l'enfant pour des raisons organisationnelles ou parce qu'elle-même a eu une césarienne et qu'elle ne peut pas se déplacer. Donc on a souvent ce père qui a une fonction de médiateur, hein, ça a été dit, de relais, mais à la fois entre le bébé et le service, entre le bébé et la conjointe, mais aussi entre le bébé et la famille. Moi, j'ai été assez attentive à ce qui a été dit, par exemple, sur la question des cadeaux hein, qui sont faits, c'est quand même une marque extrêmement importante pour signifier une naissance. Et on voit des grands-parents, des amis, ne sachant pas quoi faire, étant eux-mêmes dans quelque chose qui les sidère, alors que ce bébé est né. Et puis, on y reviendra aussi, la question d'un accompagnement du père, parce qu'il faut aussi lui-même l'accompagner, dans la mesure où il subit de nombreux stress, souvent une naissance en urgence, le premier protagoniste qui va être reçu par le médecin, une maman qui peut être un peu perdue ou qui demande d'avoir un maximum de renseignements puisqu'elle ne voit pas le bébé, et puis le bébé lui-même qui n'est quand même pas non plus une mince affaire pour un papa ou une maman de voir cet environnement technique pour leur enfant. Donc ça doit être donc effectivement un partenaire très particulier à encourager, à entourer et aussi à protéger dans un contexte de prématurité. Donc la fratrie, on en a parlé, c'est montré dans le film. À Toulouse, ils laissent rentrer les enfants, la fratrie au sein du service. Non seulement c'est autorisé, mais
c'est fortement encouragé parce qu'effectivement, les enfants qui ne sont pas présents entendent parler d'un bébé, ne l'ont jamais vu, en même temps peuvent avoir tout un imaginaire qui se développe à partir de quelque chose qui n'a pas été vu. Donc on les encourage à venir voir leur petit frère ou leur petite frère, donc pour de vrai, hein, comme disent les enfants, pour bien mieux appréhender la situation, quelle que soit, je dirais, l'issue de la situation, hein, parce que pour le moment, on va en parler, mais l'issue n'est pas toujours certaine, hein, et elle est parfois même très incertaine. Et le fait que la fratrie puisse aussi voir le bébé, même si l'issue est incertaine, c'est extrêmement important pour les jeunes enfants. Voilà, donc dans certains services, ça n'est pas acquis. Le service à Toulouse fait en sorte de solliciter, si bien évidemment la famille le souhaite, de faire rentrer les frères et sœurs dans les services. Et puis aussi cet environnement un peu plus large, d'essayer de voir, même s'il n'y a pas un grand-parent, même s'il n'y a pas, essayer de voir s'il n'y a pas une personne, quelle qu'elle soit, qui est toujours là, qui accompagne le père, qui est-elle, une voisine, une tante, une sœur, peu importe. Mais c'est important aussi de pouvoir ensuite en discuter avec le parent et de voir si cette personne peut aider concrètement, hein, là je dis bien concrètement, lors de l'hospitalisation et surtout lors des transitions. Et il y a un certain nombre de transitions qui sont à prendre en considération dans le cas de la prématurité. Je vais en dire quelques mots tout à l'heure. Donc un soutien familial, social, émotionnel à encourager, à soutenir et vraiment à bien réfléchir en termes de professionnels qui accompagnent ces familles. Alors l'exosystème, vous l'avez vu, hein, c'est quelque chose qui réfère donc aux institutions, donc à l'hôpital dans le cas de cette prématurité, avec des éléments qui peuvent paraître complètement triviaux, comme par exemple laisser entrer les pères. Ben, oui, ça n'est pas simple de laisser rentrer les pères. Par exemple, pourquoi parle-t-on encore d'unité mère-bébé? C'est simple, mais symboliquement parlant, dans une unité mère-bébé, on n'accepte pas la venue des pères dans ces structures-là. De les appeler chambre parentale, unité parent-bébé, c'est déjà donner une place au père qui en plus a une place essentielle dans le cas de la prématurité. Ça veut dire qu'on pense, que l'institution pense au sujet père, au sujet devenant père et lui fait une place. Par exemple, à Toulouse, Charlotte Casper s'est battue pour qu'il y ait ces chambres parentales et que donc les professionnels voient non seulement des mères en robe de chambre et des pères en pyjama. Il n'y a pas de drame à voir des hommes en pyjama dans une unité parent-bébé. Mais il a fallu un certain temps pour que ça soit accepté. Or, cette acceptation symbolique, ça n'est pas rien dans un environnement tel que celui-ci, ou peut-être dans d'autres types d'environnements. L'exosystème, il concerne aussi les établissements d'accueil du jeune enfant, la protection maternelle et infantile, parce qu'un bébé qui est né dans des conditions de prématurité, mais il va se développer et on souhaite le plus harmonieusement possible, mais ça demande un suivi, ça demande une continuité dans le soin, ça demande une continuité dans l'accompagnement des parents et dans leur parentalité. Vous l'avez vu, il y a des réhospitalisations qui sont fréquentes et parfois ce sont des réhospitalisations qui sont justifiées, mais parfois qui sont dues à une angoisse tout à fait compréhensible de la part de ces parents. Et donc ça suivi, vous parliez tout à l'heure de suivi sur les parents qui allaient adopter, hein, où ils ont un certain nombre d'entretiens au moment et puis il y a quelque chose d'un peu vacant. Pour les enfants qui naissent prématurément, il est nécessaire que cette vacance ne s'installe pas parce qu'elle permet un accompagnement et une réassurance. Et je pense que les services de protection parentale et infantile, si on pouvait un jour les appeler parentale et infantile, même chose, on ferait une place aux pères, plutôt que de continuer à les appeler protection maternelle et infantile, qui est quand même largement obsolète.
Si je fais référence maintenant au macrosystème, hein, donc vous vous rappelez, hein, c'est ce qui va englober ces ensembles de systèmes. Par exemple, pour ce qui concerne la prématurité, la limite de prise en charge en France, elle est de 500 à 600 grammes. Et bien au Japon, par exemple, cette limite de prise en charge est beaucoup plus basse. Donc qui est de 300 à 400 grammes. Donc ça veut dire qu'on rentre aussi, ce macrosystème nous fait rentrer aussi dans une autre logique. Il y a d'autres lois, d'autres façons d'appréhender la prématurité, d'autres façons d'appréhender le développement et le devenir. Le devenir d'enfants de 300 à 400 grammes, il n'est pas vraiment assuré, puisque là on est dans des extrêmes prématurités. Des disparités territoriales importantes. Vous aviez l'air un petit peu étonné quand j'ai dit que la fratrie rentrait dans les locaux de l'hôpital au CHU de Toulouse. Eh bien oui, parce que ça n'est pas fait sur tout le territoire national. Il y a des disparités dans les pratiques. Je crois que les soins en développement sont compris et élaborés par un certain nombre de services, mais pas dans tous les services, pas sur tout le territoire. On n'est pas logé à la même enseigne si on est à Toulouse ou, je vais dire, ailleurs, pour ne pas stigmatiser les lieux, mais c'est important de le savoir aussi quand on accompagne les parents dans ces transitions qui vont permettre à leur bébé de sortir de l'hôpital pour aller dans un autre lieu qui n'a peut-être pas, fait en sorte que les professionnels aient des formations suffisantes pour s'occuper des bébés prématurés. Et puis aussi, ces causes de prématurité, je le redis, hein, 20% qui sont provoquées. Et puis, on a aussi ces facteurs qui sont en cause. Et j'ai mis en exergue le bas niveau socio-économique. Donc ça veut dire que des familles qui sont dans des situations de pauvreté, dans des situations socio-économiques et socio-culturelles qui sont affectées, eh bien on a des taux de prématurité plus importants. Le stress psychosocial, donc le stress psychosocial c'est quoi? Ben, c'est aller chercher de la nourriture tous les jours pour ses enfants, c'est aller chercher de quoi les nourrir et c'est aussi parfois de quoi les loger. Et dans ce stress psychosocial, eh bien, ça peut être un facteur de risque pour les mamans qui sont enceintes et puis bien évidemment tout ce qui réfère au tabagisme et à la toxicomanie et aux différentes formes de violence. Je vous signale par exemple que les femmes qui sont exposées aux violences conjugales, la plupart du temps, les violences débutent au moment de la grossesse ou alors s'accélèrent pendant la grossesse. Elles ont débuté un tout petit peu après et s'accélèrent pendant la grossesse et que les violences conjugales pendant la grossesse eh bien, entraînent des prématurités, entraînent des souffrances fœtales, entraînent des désordres neurologiques, entraînent un stress psychosocial supplémentaire. Bref, ce sont des éléments à prendre en considération quand on accompagne des femmes pendant tout leur suivi de grossesse. Et puis, ce chronosystème, donc voilà, hein, des épisodes habituels et des transitions, et ces transitions qui vont prendre une coloration un peu particulière dans le cas des prématurités, puisque on a plusieurs transitions. On a d'abord la première transition, passer du corps de la mère à une naissance dans l'urgence, un transfert dès la naissance, on passe au bloc de maternité, au service de réanimation de néonates, on se retrouve dans des soins intensifs, et puis petit à petit ça évolue dans des soins intensifs plus standards, on va dire, et puis ce fameux retour à l'hospitalisation à domicile, parfois tant attendu, parfois tant redouté par les parents, et puis un retour au domicile simple. Et en fait, ces différentes transitions, elles sont importantes à préparer à la fois pour le nourrisson et pour les parents. Par exemple, donner un bain, donner le bain, le premier bain, peut paraître encore une fois anecdotique, mais ça a une valeur symbolique.
Et les parents sont très choqués d'apprendre que l'enfant a été sorti de l'incubateur et qu'il a eu son premier bain. Et ils demandent pourquoi on ne nous a pas attendus pour donner ce premier bain. Donc c'est une transition importante pour l'enfant. Il est passé de l'incubateur pour aller prendre son premier bain et ni son père ni sa mère n'étaient là. Ce sont les professionnels qui lui ont donné le bain, certainement avec beaucoup de douceur et beaucoup d'accompagnement. Mais c'est une transition non seulement pour le bébé, mais une transition pour les parents. Et puis on a toutes ces transitions-là qui entraînent que les parents sont souvent désemparés parce que quand ils connaissent quelque chose, on est tous d'ailleurs dans ce cas de figure, quand on connaît quelque chose, on commence à s'y habituer et tout d'un coup on nous fait passer dans un autre lieu, même si ça signifie que notre enfant et que leur enfant va mieux, ça n'est pas forcément vécu de cette façon-là. Est-ce qu'il va y avoir la même technicité? Est-ce qu'il va y avoir le même savoir médical? Toutes ces questions-là, ils se les posent. Et s'il n'y a pas de réponse, eh bien, ça va engendrer des facteurs de stress supplémentaires et des angoisses importantes chez les parents. Donc ça peut être des transitions qui peuvent être parfois préparées très simplement avec des groupes de rencontres, des groupes de préparation à la sortie, pour que les parents ne puissent faire l'économie, si je peux m'exprimer ainsi, une économie psychique de ces transitions qui sont extrêmement coûteuses. Informer aussi les parents des différences dans les services. Parfois, il n'y a pas de table chauffante dans certains services, il y a un autre système. Rien que de penser, de dire aux parents « votre enfant sera suffisamment réchauffé, mais ça ne sera pas forcément le même matériel », suffit à faire tomber l'angoisse. Hein, ça, ce sont aussi des éléments à travailler du côté des professionnels, et puis avoir un suivi attentif entre les services pour pouvoir se passer les informations, et pas simplement se passer les informations, mais passer aussi la façon dont on a accompagné les parents pour pas que les parents se retrouvent avec un type d'accompagnement qu'ils ne comprennent pas, un accompagnement auquel ils n'ont pas été habitués, et donc ça demande un suivi entre les différents services. Vous pourrez voir sur le blog la vidéo relative à la transition, mais ce que je voulais vous montrer aussi, c'est la question des soins palliatifs. Hein, donc, on parle bien sûr, et on espère toujours dans le cas de la prématurité, qu'on va accompagner un développement le plus harmonieux possible et que l'enfant puisse avoir une maturation suffisante pour être à la maison. Ça n'est pas toujours le cas. On est parfois dans des circonstances dramatiques qui vont entraîner la possibilité de mettre en place des soins palliatifs. Et là encore, je pense qu'il y a des disparités territoriales extrêmement importantes, puisque les soins palliatifs, dans des cas de prématurité, ne sont pas forcément mis en place dans les différents services. Alors, comme tout soin palliatif, hein, je dirais que ça vise à mettre l'accent sur le confort du bébé et sur le réconfort des parents. Ça veut dire pour l'enfant être là, j'emploie le terme d'amour, c'est après quelque chose à discuter, hein, parce que c'est complexe ce terme-là, mais au moins avec sensibilité et empathie, pour les parents, les accompagnants, bien évidemment, et aussi un soutien aux professionnels, parce qu'eux aussi sont dans des situations qui nécessitent un accompagnement important quand on s'occupe de bébés prématurés, quand l'issue n'est pas celle qu'ils auraient souhaité, et que c'est parfois aussi des moments très cycliques où tout d'un coup l'enfant va bien et puis tout d'un coup ça ne va pas bien et ça s'accélère de façon plus importante. Et donc là je vous propose de regarder ensemble donc, la question des soins palliatifs. En Europe, environ 3% des enfants admis dans un service de néonatologie sont orientés en soins palliatifs. Un autre type de soin est mis en place pour favoriser le bien-être de l'enfant lors de sa fin de vie. En effet,
Si la question de la douleur du nouveau-né a longtemps posé question, on sait aujourd'hui que celle-ci est exacerbée avant 29 semaines. En effet, le système d'inhibition de la douleur est encore immature chez les bébés et l'accent doit donc particulièrement être porté sur le confort du nouveau-né. Le confort d'un nouveau-né, finalement, c'est quoi? C'est avoir pas de sentiment de faim ou de soif, pas avoir froid, et puis être proche de ses parents. Voilà, ça c'est les éléments essentiels. Et ne pas avoir de douleur ou d'inconfort. Et donc les soins palliatifs, c'est ça, c'est-à-dire tout ajuster autour de l'enfant et sa famille pour que l'enfant ait un temps de vie qui soit confortable et riche, même si c'est un temps de vie court. Il arrive que les projets de soins palliatifs aboutissent à une amélioration de la santé du bébé. Une nouvelle hospitalisation peut alors être décidée. Plus généralement, les soins palliatifs peuvent durer jusqu'à plusieurs mois. Dans ce moment d'attente où la mort est très présente, il faut pouvoir aider la famille à favoriser la vie, et ce, quel que soit le temps qu'il reste. On essaye de favoriser le fait que la famille puisse venir, puisse rencontrer le bébé, que la fratrie aussi soit présente, que les parents puissent faire des choses avec le bébé. Enfin, voilà, effectivement, il y a dans ce temps-là qui est un temps un peu ultime de vie, qu'il puisse y avoir de la vie, parce qu'il y a de la vie aussi, et que je crois qu'on ne peut pas porter toutes les heures qui vont se passer en étant en suspens en permanence. Il faut quelque part qu'il y ait de la vie pour supporter l'insupportable. Face au sentiment de solitude, les familles cherchent et trouvent souvent du réconfort auprès du personnel médical. Confronté à des questionnements complexes, le personnel médical peut se sentir déstabilisé par cette tâche, pour laquelle il n'est pas nécessairement formé. L'épuisement émotionnel provoqué par la prise de décision de nature éthique est alors à redouter. Des séminaires de formation ou encore des réunions dans les services, après chaque décès, ont selon certaines études réduit notablement le stress dans les équipes. Ce qui compte aussi, c'est la prise en charge au quotidien et le fait de faire des points comme ça plusieurs fois par jour. Les soignantes nous le disent, elles se sentent plus soutenues. Le fait d'expliquer pourquoi on fait telle prise en charge, d'expliquer aussi la décision de soins palliatifs, le pronostic, de les faire participer aux décisions aussi, à l'adaptation du traitement. Tout le monde se sent partie prenante et accepte beaucoup mieux les choses. Lors du passage en soins palliatifs, il est donc primordial de mettre l'accent sur le confort du bébé, mais aussi de prêter une attention soutenue au réconfort des parents et aux professionnels du service concerné. Une tâche pour laquelle plusieurs associations peuvent prêter main forte. L'association SPAMA accompagne les parents dans ces moments difficiles et offre une écoute qu'il est parfois difficile de trouver dans ces situations particulières. Parfois, on peut entendre beaucoup de réflexions de la part des gens qui disent finalement vous ne l'avez pas connu, donc ce deuil il n'existait pas vraiment. Et puis voilà. Alors qu'en fait, les parents, eux, sentent bien que ce bébé a existé, que même sa vie était courte, il a quand même été là, et qu'ils ont tout un deuil à traverser. Et notre association, c'est vrai, vient vraiment les soutenir, les écouter autant de temps qu'il le faut. Et on a aussi toute une formation, quand on est bénévole, qui permet aussi de repérer les étapes du deuil, tout ce qui va se passer aussi au niveau, que ce soit au niveau de l'accompagnement ou après au niveau du deuil. C'est-à-dire qu'on sait un peu, on a des repères pour vraiment pouvoir aider les parents là où ils en ont besoin. L'association Enfants d'eau réunit des équipes spécialisées au sein des hôpitaux français. Leurs équipes composées de médecins, d'infirmiers et de psychologues essaient ensemble de trouver des solutions pour améliorer les soins palliatifs au sein des hôpitaux. La prise en charge est une prise en charge globale en fait. Effectivement, il y a d'abord sur un premier plan, il y a tout ce qui est symptômes douloureux, tout ce qui est symptômes d'inconfort qu'il faut prendre en charge. Donc là, effectivement, on peut être amené à mettre certains médicaments en place, certaines thérapeutiques en place pour calmer ces symptômes et faire en sorte que la vie de l'enfant aille mieux. Mais par contre, effectivement, il y a toute une prise en charge psychologique qui doit se faire, voire des fois une prise en charge kinésithérapique. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut mettre autour de l'enfant pour qu'il aille, en tout cas pas forcément sa fin de vie, mais que les soins palliatifs tels qu'on les définit se passent le mieux possible.
Pour les parents, le passage en soins palliatifs est un événement traumatique majeur. Dans cette douleur, parfois partagée avec d'autres parents d'enfants accueillis dans le service, le personnel médical a un rôle à jouer. Effectuer un suivi auprès des parents, intégrer la famille dans la prise de décision des transferts, choisir les mots justes sont autant de leviers pour agir sur la capacité de résilience des parents. Il s'agit de mettre en valeur non pas la durée, mais la qualité de la vie. En fin de soins palliatifs, l'environnement médical au moment du décès est particulièrement important. Loin des machines et des lumières, le recueillement doit être rendu possible. Voilà, donc ça fait un petit peu lien à quasiment la première chose que j'ai énoncée quant à la question de la douleur, qui était quelque chose qui était très peu mis en avant dans les années 90, cette douleur de l'enfant, et qui est vraiment quelque chose de central quand on parle de soins palliatifs, hein, vous l'avez entendu, c'est qui est une qualité de vie, même si la vie est courte, et que cette qualité de vie ne soit pas dans une douleur particulière. Donc c'est vrai que cette question des soins palliatifs, elle fait aussi écho aux jouets, aux cadeaux dont on parlait tout à l'heure, à la signification que cela peut avoir, même si c'est une vie parfois qui est courte dans ces bébés qui naissent prématurément. Dans cette vie courte, ils ont eu un petit manège ou un doudou comme tous les enfants. Voilà, donc ça a été une vidéo qui n'a pas été très simple hein, non plus à travailler, et c'est aussi grâce à tout le travail, je veux dire vraiment exceptionnel hein, qui est fait dans ce service de néonat, parce que chaque professionnel est partie prenante de cette question-là. Donc je vais passer à la présentation de quelque chose de plus doctoral, on va dire, je présentais la thèse donc, de Flora Collioli, donc, qui est beaucoup plus centrée sur la question du père. Alors pourquoi la question du père? Je ne répondrai pas à la place de Flora. Ce qu'on a regardé au niveau de la littérature, c'est que très souvent, la question de la prématurité, elle était interpellée dans le lien mère-enfant, et très peu sur la question du lien père-enfant dans les cas de prématurité, ce qui était d'autant plus étonnant que quand même c'est un partenaire qui est d'entrée de jeu dans le bain, si je peux m'exprimer comme ça. Et donc avec le service de néonat, on a décidé donc de monter ce travail doctoral en ciblant sur l'analyse du stress paternel, des stratégies de coping et de la relation que le père nouait avec le nouveau-né prématuré, mais aussi tout ce qui pouvait référer à l'expérience paternelle. Alors, l'approche, elle est écosystémique, hein, donc je ne reviens pas du tout sur les différentes sphères dont on a parlé tout à l'heure. C'est un travail donc, qui a regardé le vécu psycho-affectif paternel, donc vraiment ce qui relève de l'expérience paternelle et de tout ce qui va être relatif aux relations du père avec le nouveau-né, avec la conjointe et avec les professionnels. Donc c'est une recherche qui s'est faite au CHU de Toulouse auprès de 48 papas, donc ce qui n'est pas négligeable, hein, c'était un travail qui était vraiment d'une grande qualité, y compris en termes d'échantillons, c'est jamais très joli, mais c'est le terme qu'on emploie. En termes donc populationnels, donc 48 papas ont accepté d'être dans ce travail. Les bébés étaient des bébés prématurés de 26 à 35 semaines. L'âge moyen des pères était de 33 ans à peu près. Étonnamment, des catégories socio-professionnelles favorisées, mais
Voilà, c'était encore une fois, c'est une recherche qui est à prendre dans un certain contexte. Eh bien, à cette période-là, c'était des catégories socio-professionnelles qui étaient favorisées, qui étaient là. Et puis aussi peut-être les biais habituels de recherche, où ce sont souvent les catégories socio-professionnelles qui répondent, favorisées, qui répondent présents dans ce type d'études. Tous les participants sont en couple ou mariés. Le bébé prématuré était le premier enfant, ça faisait partie des critères de recherche, et il y avait 26% de jumeaux, puisque c'est effectivement aussi un critère de... la gémellité est aussi un critère dans les contextes de prématurité. Alors, en termes de résultats, très rapides, bien évidemment, c'est très résumé. Ce que relatent les pères, c'est une expérience qui est traumatique. Le trauma est réellement là, dans cette naissance brutale, dans ce bébé qui est là, mais qui n'est pas complètement rassurant pour les pères. Et c'est une expérience qui est traumatique, mais les pères déclinent vraiment quelque chose qui est du côté de la construction de la relation. Ils déclinent réellement cette construction de la relation, notamment via le pot à pot. C'est une pratique qui a été vraiment plébiscitée par ces pères de bébés prématurés comme étant une pratique qui leur a permis de rentrer en relation avec le bébé et de construire ce premier lien avec ce bébé. Alors, en haut, vous avez la photo d'un bébé, d'un papa avec son bébé prématuré contre lui. Et là, c'est un papa suédois avec donc cet outil qui est en fait un outil qui est un petit peu assez incroyable quand on réfléchit à la façon dont il est arrivé dans les pratiques occidentales et dans les pratiques médicales. Et alors, je ne vais pas déflorer le nouveau numéro qu'il y aura dans la revue Spirale et qui s'appelle À fleur de peau, mais je crois que ce numéro il permet aussi de comprendre à quel point la peau est porteur de modalités de toute nature, de transmodalités de toute nature. Il n'y a pas simplement à le toucher, il y a l'odorat, il y a l'audition. Ça c'est Bernard Goltz qui, je ne vais pas dévoiler tout ce qu'il va dire dedans, mais ce pot à pot, c'est un fleur de peau très particulier dans le contexte de la prématurité et aussi dans d'autres situations qui peuvent être des désordres psychopathologiques. Alors dans ce devenir père, qu'est-ce que nous disent 62% disent que c'est une grossesse qui s'était bien passée. Donc ça veut dire aussi que la grande majorité ne s'attendait pas non plus à cette urgence-là. Pour 70% d'entre eux, ça a été un accouchement qui a été rapide, qui a été imprévu, avec des sentiments très, très ambivalents et mixtes pour ces hommes qui sont devenus pères de façon un petit peu brutale. Et puis la moitié d'entre eux se sont quand même focalisés sur l'aspect stressant de cette naissance prématurée. Et là, j'ai pris quelques verbatims, et donc l'un d'entre eux, il dit c'est particulier la naissance prématurée. On ne ressent pas l'euphorie comme à la naissance à terme. Quand C est née, j'ai envoyé des SMS pour dire qu'elle est née, et au bout d'un moment, j'ai arrêté parce que je ne savais pas si c'était une bonne ou une mauvaise nouvelle. C'est vraiment quelque chose d'assez frappant dans ce verbatim et qui montre bien l'ambiguïté, le paradoxe dans lesquels ces hommes vont être placés par cette naissance qui est arrivée de façon imprévue, dont on ne connaît pas l'issue non plus. Et un autre nous dit il n'y avait pas de bébé qui pleurait dans la chambre comme s'il n'était pas né. Donc là aussi, c'est des verbatims qui sont
extrêmement important, qui signifie bien. Et aussi du côté de la... Bon, là, il n'y avait pas de frères et sœurs, puisque c'est un premier enfant, mais c'est quelque chose qui est important à prendre en compte aussi du côté de la fratrie, à qui on dit maman, elle est à l'hôpital ou à la clinique et elle va accoucher. Et en fait, il n'y a pas de bébé dans la chambre qui était destiné au nouveau-né, et la fratrie peut s'étonner de cette absence du bébé à la suite de l'accouchement. Alors du côté du stress paternel, un stress extrêmement important. Alors un stress, 90% d'entre eux nous disent que c'est un stress qui est relatif à l'environnement du service. Donc vous voyez que le monde des humains et du non-humain, il affecte aussi les adultes. Un environnement médicalisé, c'est extrêmement stressant. Bon, si vous les connaissez, vous savez de quoi je parle. Si vous ne le savez pas, quand on rentre dans les services de réanimation ou de néonat, on voit des tubes partout, on entend des bip-bip de tous les côtés, il y a du rouge, il y a du vert, il y a de la lumière, ça s'éteint. Enfin bref, c'est quelque chose qui est extrêmement stressant. De toute façon, toute chose qu'on ne comprend pas porte son facteur d'angoisse et de stress, et donc cet environnement technique, ce monde des choses est stressant pour les pères. Alors, 81% sont aussi stressés en raison de l'aspect du bébé. Ça n'est pas négligeable non plus. Son aspect tout petit, la peau, qui a une texture très très particulière, une finesse très particulière, où l'on voit les vénules, où l'on... vous l'avez vu, des pieds qui sont absolument minuscules, et un aspect de vulnérabilité tellement important qu'il y a une difficulté aussi pour eux à imaginer une suite qui puisse se faire dans les meilleures conditions possibles. Et puis aussi 57%, donc on va dire quasiment la moitié, un stress qui est relatif à la relation qu'ils vont pouvoir créer, construire avec ce nouveau-né. Et l'un d'entre eux nous dit j'avais peur de le toucher, de le prendre dans mes bras comme il était tout petit et fragile. Et cette fragilité, elle est dite par les pères, c'est tout petit, déjà, on va dire, un bébé tel qu'il est né, c'est déjà petit et fragile et vulnérable, mais quand on a un bébé prématuré, on peut tout à fait comprendre qu'on ait peur de blesser, qu'on ait peur de casser quelque chose de trop fragile. Et l'un d'entre eux disait aussi, tous ces bips, tous ces bruits, ceux pour mon bébé et pour les autres, c'est stressant. C'est-à-dire que non seulement le stress de l'environnement les affecte, mais ils comprennent aussi que c'est un stress qui peut affecter leur bébé. Bon, puis il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs enfants dans les services, et donc vous avez non seulement les bip-bip de votre propre enfant, mais aussi les bip-bip des autres enfants, donc ça rajoute au stress. Alors là où on a été très étonnés par rapport à la littérature, c'est que donc, ce sont des papas qui ont été vus rapidement après la naissance. On a eu un taux de stress, de symptômes d'état de stress post-traumatique extrêmement important, puisqu'il est à 66%. Donc des papas qui ont assez vite développé des symptômes de stress post-traumatique, alors que la littérature les déclinait beaucoup plus tardivement. Alors je dirais que ça soit précocement, comme dans la recherche de Flora, ou plus tardivement dans d'autres recherches, il faut savoir qu'ils existent. Donc ce sont des papas et donc des hommes qui ont vécu un trauma et qui peuvent développer ensuite donc ces symptômes de stress post-traumatique qui ne sont pas forcément ni parlés par ses pairs, ni cherchés par les professionnels, ni accompagnés. Bref, que ce soit précoce ou plus tardif, ce sont des éléments qui sont importants à considérer parce qu'on sait quand même que les symptômes de stress post-traumatique affectent les relations que l'on peut avoir avec un enfant, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Alors, ils ont aussi des stratégies de coping, des stratégies pour rebondir.
Et ce qui semble vraiment important, en tout cas dans cette population-là, hein, il n'y a pas de généralisation possible hein, par rapport à une étude qui a été faite sur 48 papas, mais quand même ce qui semble important, c'est le maintien de la cohésion familiale, donc le maintien d'une cohésion avec la conjointe, et ça c'est quelque chose qu'ils vont solliciter pour pouvoir rebondir dans leur parcours de vie. Quelque chose aussi qui est un petit peu en dessous, mais quand même, c'est l'importance de communiquer avec le personnel soignant et avec les autres parents. Alors, c'est vrai, vous dites qu'ils parfois ils ne viennent pas, mais peut-être aussi que le personnel, au sens large du terme, hein, soignant ou accompagnant, etc., peut-être qu'il faut être un petit peu plus dans l'idée d'aller les chercher pour arriver à ce qu'ils communiquent avec nous. Encore, parfois, certains nous disent « on est dans la chambre avec la maman et on ne nous dit pas bonjour ». C'est quand même... Voilà, c'est quand même des mots qui sont importants et dans des contextes particuliers de prématurité où ils ont été là et où ils ont l'impression d'être exactement, alors pas traités comme le fauteuil, mais voilà. Il y a quand même quelque chose qui est aussi à repérer là, c'est qu'ils ont besoin de cette communication avec le personnel soignant, ils ont besoin de parler de ce qui se passe, de leur vécu, de cette effraction psychique hein, qui vient d'arriver dans leur expérience de vie, mais que parfois il faut aller à la pêche pour que ça puisse se faire. Donc ça c'est un élément qui me semblait important aussi à soulever. Et puis aussi important pour eux d'avoir ce soutien, un soutien social. Alors un soutien social, c'est un soutien extra-familial, donc ça peut être amical, ça peut être aussi un soutien professionnel. Donc c'est aussi pouvoir garder une activité professionnelle pour pouvoir à la fois soutenir la compagne, soutenir le bébé et se soutenir lui-même en continuant son activité professionnelle. Alors, le personnel soignant de Toulouse ne peut être que satisfait des résultats qu'on a eus. Bon, 95% des pères étaient satisfaits du personnel soignant et donc voilà, du CHU de Toulouse. Et c'est quand même le pourquoi est intéressant. Donc on va dire 70% parce que ils estiment que c'est un personnel compétent, donc c'est important, hein, cette compétence-là. Il est important que les parents reconnaissent une connaissance, parce qu'il y a quand même la vie de leur bébé en jeu, donc il faut qu'il y ait cette connaissance-là, mais aussi, eh bien, pour 20 à 30%, ils estiment que c'était un personnel disponible. Donc là aussi, c'est quand même cette disponibilité à la fois émotionnelle, dans la communication, dans l'explicitation, elle est signifiée par les pères. Et puis la notion d'empathie, elle est aussi proposée dans cet échantillon de pères que Flora a entretenu. Ce soutien familial et extra-familial, pour eux, c'est très important dans 52% des cas, et c'est important dans 50% des cas. Bon, grosso modo, il faut un soutien familial et extra-familial pour accompagner des pères de bébés prématurés. Et ce qu'ils nous disent aussi par rapport à l'équipe soignante, ils disent qu'ils ne cachent rien, ils communiquent beaucoup d'informations techniques sur les examens, l'alimentation. Là, c'est une phrase moi, qui m'a toujours fait rire, c'est « Même les pédiatres vont prendre du temps pour expliquer lors des entretiens médicaux ». C'est-à-dire qu'il signifie quand même quelque chose qui est d'une disponibilité et du temps qui est donné par le corps médical. Je crois que c'est important aussi à souligner. Et en plus, le soutien, ils accompagnent les parents, c'est comme un soutien psychologique. Et là, ils parlaient de fait de pouvoir discuter avec d'autres parents dans le service. Alors ça, c'est un modèle qui est issu, modèle de stress,
qui revient un petit peu à la question du modèle de Bronfenbrenner, parce que dans le modèle de Bronfenbrenner, on parle aussi des facteurs de protection, des facteurs de risque, etc. Et donc là, c'est pour montrer aussi que on a des stresseurs qui sont des stresseurs environnementaux dans un service de néonat. Ça va dépendre de la caractéristique de la personne, donc là, en l'occurrence des caractéristiques du père, donc de son propre ontosystème. Ça veut dire de ses propres habiletés, de sa propre histoire familiale, etc. Le stress qui va être perçu, donc ce stress qui est perçu par les hommes, eh bien, il va dépendre de ses propres ressources personnelles et de ce soutien environnemental, social et extra-familial. Donc c'est encore une fois une vision un petit peu systémique des choses, d'analyser et de comprendre le stress des pères dans des situations de monoparentalité. Donc en élément de discussion, c'est une situation qui est traumatique, vraiment dans le sens premier de défraction dans la psyché du père et de la mère. Une expérience quand même qui relate quelque chose qui est dans la construction d'un lien qui se noue, qui se tisse entre ses pères et ses mères, ses pères et ses enfants, mais aussi de ses mères, hein, puisque ça, c'est bien le deuxième point que j'ai mis sur cette relation qu'il doit, la relation avec la conjointe qu'il doit aussi établir. Des éléments de discussion pour qu'il y ait des relations satisfaisantes vis-à-vis du personnel, quel qu'il soit. Et puis se rendre compte que ce vécu psycho-affectif, il entraîne un stress parental élevé et des symptômes post-traumatiques qui peuvent être importants. Donc à voir voilà, entre ce bébé qui naît prématurément et puis ce papa qui interagit avec son bébé prématuré, eh bien voilà, c'est un pont de vie, c'est une passerelle qui est certes fragile, mais qui se construit pas à pas, au jour le jour, par cette présence paternelle toute particulière dans les cas de prématurité. Et là, je vous livre quelques photos qui sont trouvables sur le net. Hein. Voilà, Léonard, il est né à 35 semaines. Juliette, elle est née à 30 semaines. Zacharie, Charles. Là, c'est une image qui est intéressante puisque c'est la maman qui est née, elle, à 7 mois de grossesse et son fils Kevin qui est né à 34 semaines. Andréane, née à 26 semaines, donc dans une prématurité importante. Voilà, donc en type de conclusion, en fait, je reviens sur mon intro. C'est-à-dire que ça soit in utero ou que ça soit dès la naissance, le nouveau-né, le nourrisson, ce sont des personnes sensibles, extrêmement sensibles. Ce sont des personnes qui sont vulnérables, des êtres vulnérables et qui sont vulnérables en fonction des différents contextes dans lesquels ils vont se construire, à la fois physiquement et à la fois psychiquement. Et c'est aussi parce que le bébé a d'incroyables potentialités, que c'est un être en devenir, qu'il faut y être, il faut être le plus attentif possible, le plus attentionné. Et attentionné, attentif, ça veut dire dans toutes les sphères que j'ai pu décliner dans ce modèle écosystémique. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci à vous.